Donc ce sera notre deuxième voie, la voie de la phosphatidyl 3 kinase. Elle est parallèle à la voie des MAPK. Elle est parallèle à la voie des MAP kinases. Elle consiste en des activations séquentielles de kinase. Activation d'une protéine, puis cette protéine va activer une autre protéine. C'est une activation séquentielle par étape, comme dans la MAP kinase. Reconnaissance par des protéines cytosoliques spécifiques avec des domaines kiff-kiff, SH, PTB ou pH des phosphotyrosines des récepteurs activés. Le domaine SH est responsable de l'attraction de la protéine vers les phosphotyrosines. Le domaine PTB est responsable de la fixation des protéines sur la phosphotyrosine. Le domaine pH est responsable de la fixation des protéines sur la membrane plasmique. Très bien. La voie des P3 kinases aboutit à la transcription de gènes intervenant dans la survie et la prolifération cellulaire. Cette voie est la voie majeure suivie par la cellule. C'est la voie majeure suivie par la cellule. C'est la voie majeure suivie par la cellule. C'est la voie de la survie et de la prolifération cellulaire. La voie des MAP kinases, c'était une voie de multiplication. La voie des MAP kinases, c'est une voie de multiplication. Elle activait la multiplication de la cellule. Elle avait un effet mitogène, de mitose. D'accord ? La voie de la PI3 kinase, elle a un effet de prolifération. Elle favorise la survie de la cellule et sa continuité ou là, son évolution. Est-ce que c'est clair ? Quelle est la différence entre les MAP kinases et les PI3 kinases ou la voie des MAP kinases et la voie des PI3 kinases? La voie des MAP kinases est une voie mitogène. C'est une voie mitogène qui va stimuler la division cellulaire. Tandis que la voie des PI3 kinases, c'est une voie qui va stimuler la prolifération et la survie cellulaire. Et les deux se ressemblent, c'est des voies qui dépendent d'un récepteur activité tyrosine kinase. D'accord? Allez, on avance. La PI3K possède, c'est une protéine. La PI3K elle-même, la protéine I3 kinase, elle possède deux sous-unités. Une sous-unité P85. Allez, deux autres noms. S'il vous plaît, fermez les yeux et essayez de tourner la page. Pac, on va terminer avec la MAP kinase. On oublie toutes les protéines de la MAP kinase, on va voir, on ne les oublie pas. On les garde, mais ça, on ne mélange pas avec les nouvelles protéines. On va aborder une autre voie. Allez, bismillah, il y aura de nouvelles protéines. Les deux sous-unités de cette PI3K. La sous-unité P85 et la sous-unité P110. La sous-unité P85 et la sous-unité P110. La sous-unité P85 et la sous-unité P110. Très bien, la sous-unité P85 est une sous-unité régulatrice. Régulatrice de quoi? De la PI3 kinase. La PI3 kinase est une protéine qui possède deux sous-unités, deux principales sous-unités, la P85 et la P110. La P85 et la P110. La P85 est une protéine régulatrice. Elle est une sous-unité régulatrice, tandis que la P110 elle a une activité catalytique. Une activité catalytique lipide kinase. Lipide kinase. Attention, il ne faut pas mélanger entre les sous-unités régulatrices et catalytiques du récepteur à activité tyrosine kinase et les sous-unités catalytiques et régulatrices de la PI3 kinase. Et là, je ne suis plus en train de parler du récepteur. Je suis en train de parler d'une protéine cytosolique. Et cette protéine cytosolique, elle a aussi, comme le récepteur, des sites régulateurs et des sites catalytiques. Est-ce que c'est clair? Cette protéine kinase cytosolique, elle a des caractéristiques qui ressemblent aux caractéristiques du récepteur. C'est-à-dire qu'elle a un site régulateur et qu'elle a un site catalytique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Sa spécificité d'action et sa spécificité de substrat, elle fait en sorte que la réaction enzymatique dont elle est responsable, c'est la phosphorylation des lipides. C'est la phosphorylation des lipides. Elle ne va pas phosphoryler des protéines. Elle va phosphoryler des lipides. Est-ce que les lipides peuvent être phosphorylés? Oui, bien sûr que oui. Voilà. Il y a les glycérophospholipides, les phospholipides, les phosphoinositols. S'il vous plaît, il faut répondre à la question sans en avoir peur. Les phospholipides existent, d'accord? Donc l'action de cette... et on en a vu dans la dernière fois. On a vu la phospholipase C, qui avait comme action quoi? Je vous avais dessiné avant le glycérol, l'acide phosphatidique, le diacylglycérol, le phospholipide,
puis le PIP3, puis l'action de la phospholipase qui était responsable de la dégradation du PIP2 en lui enlevant le DAG et l'IP3. Le résultat, c'est l'IP3 et le DAG. S'il vous plaît, d'accord? Très bien. Donc les lipides peuvent être phosphorylés. Les lipides peuvent être phosphorylés. Très bien. Donc, j'ai deux sous-unités au niveau de cette protéine, une sous-unité régulatrice et une sous-unité catalytique. Une sous-unité régulatrice et une sous-unité catalytique. Très bien, très bien, très bien. Très bien, on avance. Le mécanisme d'action de ce récepteur. Le mécanisme d'action. Je vais activer le récepteur par la fixation de l'hormone sur son récepteur. Quel type d'hormone? S'il vous plaît, je suis toujours dans les récepteurs à activité tyrosine kinase. Donc ce sera les mêmes types d'hormones. Très bien. La P85 qui possède un domaine SH2, interagit avec des tyrosines phosphorylées. Phosphorylation et changement de conformation, activation de la sous-unité P110, activité lipide kinase sur le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate devient phosphoinositol 3,4,5-triphosphate ou PIP3. S'il vous plaît. Activation du récepteur. P85 possède un domaine SH2 qui interagit avec les tyrosines phosphorylées. Les tyrosines phosphorylées S avec S. Les tyrosines phosphorylées de quoi? Du récepteur. Bravo. Les tyrosines phosphorylées du récepteur. Donc j'ai un récepteur. Au niveau de ce récepteur, il y aura une fixation de l'hormone. La fixation de l'hormone va induire une autophosphorylation du récepteur. Le récepteur va devenir actif et il va s'autophosphoryler. Et l'autophosphorylation du récepteur, elle va attirer quoi? Elle va attirer la P85. La P85 par son domaine SH2, va être attirée. La P85 par son domaine SH2 va être attirée vers le récepteur. La P85 va être activée vers le récepteur par son activité ou grâce à son domaine SH2. Très bien. Il y aura action de l'enzyme, il y aura action du récepteur, il y aura action de l'effecteur sur cette protéine et j'aurai une phosphorylation de la P85. Il y aura un changement de conformation. Donc la régulation se fait sur la sous-unité régulatrice. Le récepteur à activité tyrosine kinase, il va phosphoryler la P85. Donc la P85 comprend dans sa structure des tyrosines. Le récepteur devient actif, il va s'autophosphoryler, il va attirer la P85 par son domaine SH2. Une fois elle arrive vers le récepteur, il va la phosphoryler. La P85 va changer de conformation. Son changement de conformation va activer la P110. La P110 va commencer à réaliser sa fonction. C'est quoi la fonction de la P110? La P110 sa fonction est de phosphoryler le PIP2. C'est la phosphorylation du PIP2. C'est la phosphorylation du phosphatidylinositol 4,5-biphosphate. C'est la phosphorylation du PIP2. Donc c'est quoi l'action de la P110? C'est la transformation du PIP2 en PIP3. En PIP3. Elle va phosphoryler le PIP2 en PIP3. Oui, PIP2. كان PIP2 ولا PIP3. كان هذا كان phosphatidylinositol 4,5-biphosphate PIP2. هذا كامل c'est le PIP2. Elle va le transformer en PIP3. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Je reprends. Oui. C'est toute la PI3 qui change de conformation. Ce changement de conformation active la P110. La phosphorylation se fait au niveau de la sous-unité régulatrice. Elle se fait au niveau de la P85. L'activation au niveau de la P85 va changer la conformation de toute l'enzyme. La P110, elle peut avoir des sites cachés, ils vont être exposés. La P85, elle cache des sites la P110. Quand elle est phosphorylée, il y aura une exposition. Mais la régulation se fait au niveau de la sous-unité régulatrice. C'est la P85 qui sera phosphorylée. On a un changement de conformation, tu as toute l'enzyme, tu as la P85, tu as la P110, c'est un peu le plus important. Mais la phosphorylation se fait au niveau de la P85. Attention, c'est la P85 qui possède des résidus tyrosine qui vont être phosphorylés. D'accord? Très bien.
Très bien, très bien. Je reprends. Vous avez un schéma. Allez, on reprend et vous essayez d'imaginer, c'est mieux pour vous. Donc, j'ai une hormone. L'hormone se fixe sur son récepteur. L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur va s'activer. C'est un récepteur à activité tyrosine kinase. Il y aura fixation de l'hormone sur le récepteur, dimérisation du récepteur, interaction des sites intracellulaires, autophosphorylation sur le site de régulation. Il va commencer à réaliser sa fonction. Il possède des phosphotyrosines. Les phosphotyrosines vont attirer la P85. Ils vont phosphoryler la P85. La P85 va devenir phosphorylée. Il y aura un changement de conformation de la PI3 kinase. Ce changement de conformation va activer la P110. La P110 va transformer le PIP2 en PIP3. 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 S'il vous plaît, on se concentre. On a terminé avec la première voie, avec la voie des marquinases. Je suis en train d'étudier le même type de récepteur. Le même type de récepteur qui est un récepteur à activité enzymatique. Cette activité enzymatique est une activité tyrosine kinase. On a terminé avec la voie des marquinases. On est en train de voir la voie des MI3PK. La voie des MI3PK. Cette voie, son résultat c'est quoi? C'est de transformer le PIP2 en PIP3. 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 Comment est réalisée cette voie? Cette voie commence par la fixation des hormones sur le récepteur, la dimérisation du récepteur, l'activation du récepteur, l'autophosphorylation. Il va ensuite attirer la P85 grâce à son domaine SH2. Il y aura phosphorylation de la P85, changement de conformation, activation de la P110, puis l'activation de la P110 va faire en sorte qu'il y ait une phosphorylation de la PIP2 en PIP3. Il y aura une transformation de la PIP2 en PIP3. PIP2 en PIP3. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, on avance. Ah, il faut avancer plus rapidement. Hein. Très bien. Donc voici mon récepteur. Voici le ligand qui va se fixer sur le récepteur. Il y aura une autophosphorylation. L'autophosphorylation va phosphoryler quoi? Ici. Elle va phosphoryler quoi? La P85. C'est la P85 qui porte des points jaunes de phosphore. Vous arrivez à le voir. Donc c'est la P85 qui sera phosphorylée. La phosphorylation de la P85 sur des résidus tyrosine va activer ma PI3 kinase. Elle va activer ma PI3 kinase. La PI3 kinase devient active. Elle va réaliser sa fonction via quoi? Via la P110. Via la P110. La P110, elle va quoi? Elle va transformer le PIP2, elle va transformer le PIP2 en PIP3. Elle va transformer le PIP2 en PIP3. La P110 est responsable, vous voyez cette flèche-là? Cette flèche, la jolie flèche. PIP2, PIP3. Donc, elle est responsable de la transformation de la PIP2 en PIP3. Elle est responsable de la transformation de la PIP2 en PIP3. Très bien, très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien, on avance. C'est la PIP3 qui est reconnue par des protéines cytosoliques spécifiques à domaine pH. C'est la première fois durant cette séance qu'on va parler des domaines pH. On avait dit que le domaine pH était responsable de quoi? Le domaine pH est responsable de la fixation d'une protéine cytosolique sur la membrane plasmique. Le domaine pH, il est responsable de la fixation d'une protéine cytosolique sur la membrane plasmique. Il va attirer la protéine cytosolique, mais la protéine cytosolique va être fixée sur la membrane. Elle va être fixée sur quoi? Sur la membrane plasmique. Très bien. La plus importante de ces protéines est la phosphoinositide dépendante kinase. وش معناتها phosphoinositide؟ معناتها elle dépend du PIP3. Phosphoinositide dépendante. Comme la PKC était une DAG dépendante kinase, je vais avoir des protéines qui sont des phosphoinositides protéines kinase, qui va exercer son action sur deux protéines kinases qui sont la PKC et la PKB. La PKC et la PKB. La PKC et la PKD. La PDK, c'est la phosphoinositide dependent kinase. La phosphoinositide dependent kinase, il y a la PDK. La PDK ne peut exercer son activité sur la PKC ou sur l'AKT que si elle est
fixé au PIP3. Est-ce que vous êtes d'accord? La AKT va phosphoryler à son tour une grande variété de protéines pour les activer ou les inhiber. Orientation de la cellule vers la prolifération ou la survie. Orientation de la cellule vers la survie et la prolifération. S'il vous plaît, on se concentre. Je reprends. On avait commencé ici. On avait commencé au niveau de la membrane plasmique. Au niveau de la membrane plasmique, où j'avais un récepteur. Où j'avais un récepteur à activité tyrosine kinase. Il y a eu fixation de l'hormone sur son récepteur. Il y a eu démérisation de ce récepteur. La démérisation du récepteur a fait en sorte qu'il y ait une interaction entre ces domaines cytosoliques. Cette interaction a créé une autophosphorylation. L'autophosphorylation lui a fait porter des phosphotyrosines. Les phosphotyrosines vont attirer les SH2 d'une protéine spécifique. Comment on l'a appelée? La P85. La P85. Et cette P85 est en fait une sous-unité d'une grosse protéine qui possède aussi une autre sous-unité qui s'appelle la P110. Très bien. Donc, il y aura une attraction. Et cette enzyme va réaliser son action de phosphorylation sur les P85. La P85 va porter des résidus phosphorylés. Elle va porter des résidus phosphotyrosines. Elle va devenir active. Elle va activer ma protéine qui est la PI3 kinase. La PI3 kinase va réaliser sa fonction. Elle va réaliser sa fonction qui est la transformation de la PIP2 en PIP3. De la PIP2 en PIP3. Cette PIP3, elle est essentielle. Je me suis retrouvé avec de la PIP3 membranaire. Et cette PIP3 membranaire va m'attirer des protéines. Cette PIP3 membranaire, elle va m'attirer des protéines. Ce sont des protéines qui portent un domaine pH. Ces protéines à domaine pH, elles ont la capacité de se fixer sur la membrane plasmique. Et elles ont la caractéristique de n'être actives que si elles sont liées à la membrane plasmique. La plus importante est appelée PDK. Phosphoinositide dependent kinase. Phosphoinositide dependent kinase. Cette PDK va venir, elle va se fixer sur le PIP3 et elle va réaliser sa fonction. C'est une kinase. Elle va me phosphoryler deux protéines. Deux principales protéines. C'est quoi ces protéines? C'est la PKC, et la PKB. La PKB porte un autre nom qui est l'AKT, qui est le AKT. Donc AKT ou PKB, c'est la même chose. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Allez-y. S'il vous plaît, on reste concentré. Est-ce que c'est clair? Je reprends très rapidement. Donc j'ai une hormone qui va se fixer sur son récepteur. J'ai une hormone qui va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va s'activer. C'est pas évident, vous voyez, parce que c'est de nouvelles notions pour vous. C'est pas. En tous les cas, c'est la preuve que les cours. D'accord. Il faut faire la biochimie. D'accord. Très bien. Donc il y aura une fixation de l'hormone sur son récepteur. Le récepteur va s'activer. Quand il s'activera, il va se démériser. Quand il se démérise, il active son autophosphorylation à lui. Le récepteur. Le récepteur va s'autophosphoryler. Quand il s'autophosphoryle, il devient actif. Quand il devient actif, il va, via son activité catalytique, phosphoryler la P85. La P85 subit, elle n'agit pas. Elle agit, elle subit surtout. Pour commencer sa fonction, elle doit subir l'action du récepteur. Donc le récepteur va la phosphoryler, il va la phosphoryler sur des résidus tyrosine, d'accord. Et cette phosphorylation va changer la conformation de la P85. Il y aura une activation de la PI3K. La PI3K va agir par sa unité catalytique qui est la P110. La P110 va transformer la PIP2 en PIP3. La PIP3 va attirer certaines protéines. C'est des protéines qui portent un domaine pH.
La principale protéine est la PDK, phosphoinositide dependent kinase. Quelles sont les calciprotéines? Les calcium dependent protéines. Quelles sont les calcicalmodulin dependent protéines? Quelles sont les DAG dependent protéines? Quelles sont les phosphoinositide dependent protéines? La principale protéine qui va être attirée, c'est la phosphoinositide dependent kinase. Phosphoinositide dependent kinase. D'accord? Cette phosphoinositide dependent kinase, elle porte un domaine pH. Ce domaine pH va la fixer, il va la fixer sur la membrane plasmique. Sur quoi? Sur le PIP3. Il va la fixer sur le PIP3. Il va la fixer sur le PIP3. Et la fixation sur le PIP3 va lui permettre de réaliser sa fonction. Attention, on vous dit que la PDK ne peut exercer son activité. La PDK ne peut exercer son activité que si elle est fixée au PIP3. D'accord? Donc la fixation sur la PIP3 est obligatoire. C'est une étape nécessaire à l'action de la PDK. Donc la PDK, elle va venir, elle va se fixer sur la membrane plasmique. Et quand elle se fixe sur la membrane plasmique, sur le PIP3, elle va devenir active. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle devient active? C'est une kinase. Elle va phosphoryler des protéines intracellulaires. Quelles sont ces protéines? Ce sont la PKC et la PKB. Ce sont la PKC et la PKB. Ce sont la PKC et la PKB. Très bien, très bien. Un petit schéma. Parmi les protéines phosphorylées par AKT, c'est quoi AKT? AKT, c'est la PKB. AKT, c'est la PKB. Synonyme de AKT, PKB. PKB, c'est bien l'AKT. Très bien, très bien. On a vu deux synonymes aujourd'hui. Où je fais les synonymes? Là? Oui, la MAC, la MEC. Ou la PKB, AKT. Bravo, ça va, vous suivez. Très bien. Parmi les protéines kinases, parmi les protéines phosphorylées par la AKT, il y aura la protéine mTOR. Pas directement, il y aura une voie de phosphorylation qui va phosphoryler la mTOR. Et la mTOR, c'est un facteur de transcription important. La mTOR phosphoryle de nombreuses protéines impliquées dans la synthèse protéique, l'angiogenèse, la croissance cellulaire. La mTOR est une protéine très impliquée dans la croissance et la prolifération cellulaire. La mTOR est une protéine phosphorylante, c'est une kinase qui a un rôle très important dans la prolifération. Regardez son rôle, c'est quoi? Impliquée dans la synthèse protéique. Donc elle est responsable de la synthèse de protéines. L'angiogenèse, c'est quoi l'angiogenèse? C'est la synthèse de néovaisseaux. C'est la synthèse de vaisseaux. Donc pour proliférer une cellule, pour permettre à une cellule de proliférer, elle va synthétiser, elle va créer des vaisseaux. Et ces vaisseaux vont lui faire arriver les nutriments. Ils vont éliminer ses déchets. Donc c'est très important. Le cancer, par exemple, il crée des néovaisseaux. Le cancer crée des néovaisseaux pour proliférer. Très bien. Et la croissance cellulaire. Et des protéines de croissance cellulaire. Très bien, on avance. Voici un petit schéma. Donc voici mon récepteur. Il va activer la PI3 kinase. Il va activer la PI3 kinase. Il va activer ma PI3 kinase. D'accord? Il va activer ma PI3 kinase. Et l'activation de la PI3 kinase, il a enlevé pour que le schéma soit plus clair. Il a enlevé P85, P110. Mais c'est qui maintenant? Essayez de bien remarquer. D'accord? Ici, dans le schéma précédent, il avait bien représenté la PI3 kinase par son P85 et par son P110. Donc là, il n'a pas représenté la P85 et la P110 parce que vous êtes censé avoir compris. Vous avez compris qu'il y a une activation de la sous-unité régulatrice qui va réaliser des phosphorylations, d'accord, un changement de conformation, etc. pour que la P110 soit activée. Donc à l'essentiel, la PI3K, elle est constituée de deux sous-unités. Elle va devenir active et elle va qu'est-ce qu'elle va faire? Les notions on ne les a pas vues du cas. On a vu juste la transformation du PIP2, d'accord, PIP2 en PIP3. PIP2 en PIP3. Le PIP3 va attirer certaines protéines par leur domaine pH. D'accord, la principale protéine, c'est quoi? C'est la PDK. La PDK va être fixée sur la membrane. Hey, la PDK. Voici la PDK. La PDK va phosphoryler deux principales protéines qui sont la PKC et la AKT, qui est la PKB. La PKC et la AKT vont réaliser beaucoup de phosphorylation. Ici, on va vous représenter les phosphorylations réalisées par la PKB, par l'AKT.
l'AKT va phosphoryler beaucoup de protéines pour les inhiber ou pour les activer. Pour les inhiber, pour les activer. D'accord? Elle va activer, par exemple, elle va activer la voie mTOR. Elle va activer la voie mTOR. Elle va activer la voie mTOR. Maintenant, c'est des détails, ce n'est pas la peine d'y entrer. La mTOR, elle est tout le temps inhibée. La mTOR, elle est activée par RHEB. La mTOR, elle est normalement activée par RHEB. S'il vous plaît, la mTOR est normalement activée par RHEB. Mais il y a une inhibition continue de la RHEB par la TSC 1,5. Donc la RHEB au repos ne peut pas activer la mTOR parce qu'elle est inhibée par la TSC 1,5. D'accord? Donc quand il y aura activation de la voie, la AKT va venir, elle va inhiber la TSC2, et quand elle inhibe la TSC2, il y aura une levée d'inhibition de la RHEB pour que le RHEB phosphoryle la mTOR. Tout les détails, ce n'est pas cité dans votre cours, vous n'allez pas vous y attarder. La PKB ou la AKT va phosphoryler la mTOR. Elle va phosphoryler indirectement la mTOR. La AKT est responsable de la phosphorylation de la mTOR. La AKT est responsable de la phosphorylation de la mTOR. Qui fait, ce n'est pas important pour vous. D'accord? Très bien. Donc, il y aura différentes voies. Et regardez ces voies. Ce sera l'activation de l'autophagie, growth translation cell cycle, apoptosis cell cycle, glucose métabolisme. Vous voyez, donc il y aura une activation et une inhibition selon le type de la voie des différentes voies de prolifération et de maturation et même des voies métaboliques. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire la voie de la PI3 kinase. La caractéristique d'AHA, c'est la présence de ce PIP3 et le PIP3 qui va permettre la fixation de la PDK pour que la PDK puisse phosphoryler la PKC et la PKB. Allez. Récepteur RTK activé. C'est quoi le RTK? C'est le récepteur activé tyrosine kinase. Le RTK, une fois activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va phosphoryler la P85. La P85 est une sous-unité régulatrice. Elle va activer la P110. La P110 étant activée, elle va transformer le PIP2 en PIP3. Le PIP3 va fixer la PDK. La PDK peut phosphoryler la PKC et la PKB. La PKB va phosphoryler la mTOR et la mTOR va favoriser la survie. La mTOR va favoriser la survie. La mTOR va favoriser la survie. Très bien. Régulation de la voie de PI3 kinase, elle se fait sur le PIP3 par une phosphatase. La ptène, ou le ptène. C'est quoi le ptène? Le ptène, c'est une phosphatase. C'est une phosphatase qui va dégrader le PIP3 en PIP2. Il va dégrader le PIP3 en PIP2. Donc on va dire que c'est un régulateur négatif. D'accord? J'ai la voie des PI3 kinase qui est activée. Quand elle est activée, il y a une transformation du PIP2. Il y a une transformation du PIP2 en PIP3. Il y a une transformation du PIP2 en PIP3. Quand la voie est active, il y a une transformation du PIP2 en PIP3. Le ptène est une phosphatase. Et la phosphatase, qu'est-ce qu'elle fait? La phosphatase, elle déphosphoryle. La phosphatase, elle déphosphoryle. La phosphatase, elle prend le PIP3, la phosphatase prend le PIP3 et le transforme en PIP2. Est-ce que le PIP2 peut fixer la PDK? Non, le PIP2 ne peut pas fixer la PDK. Donc quand je retransforme le PIP3 en PIP2, quand je retransforme le PIP3 en PIP2, ce PIP2 n'arrivera pas à fixer la PDK et la PDK ne réalisera pas la phosphorylation de la AKT et de la PKC et donc je n'aurai pas une activation du mTOR. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Donc c'est un régulateur négatif. En bas, ils nous ont donné des exemples de récepteurs. On s'arrête ici pour la PI3 kinase.